montage des affections. Donc, où je vais en fait réfléchir un petit peu plus sur la question du pathos, toujours, mais en tant qu'élément de montage. À propos du montage, ça va tourner autour. Je vais un peu lâcher quelques éléments de vocabulaire russe, donc. Le mot central pour Eisenstein, c'est le mot obraz, l'imagicité, l'image, enfin on va en parler. Et je vais un peu jouer sur les mots pour avancer dans mon propos. Progressivement, on va voir comment l'obraz, l'image, fonctionne avec euh, glaz. Obraz, glaz. Glaz, ça veut dire l'œil. On va voir aussi comment obraz ne va pas sans obrez. Je ne sais pas si je prononce bien. Obrez, ça veut dire la coupe. C'est bien l'opération du montage. Je vais parler du mot sreda. Ça veut dire le milieu. Obraz, sreda. Je vais parler du mot otkaz. Je ne sais pas si je prononce bien là aussi, mais ça veut dire la négation, le non. Et puis finalement, quelque chose qui va nous suivre en permanence, puisque c'est un des mots les plus importants d'Eisenstein, c'est le mot extase, qui veut dire donc extase en russe. Obraz, c'est pas juste une image, c'est encore moins une représentation, je vais vous en parler. Mais c'est une espèce d'organisme formel dans lequel les images particulières, les plans de cinéma, vont apparaître et même vont manifester comme une manif selon exactement une politique du tous pour un pour tous. C'est un montage d'images formant une image, formant obraz, une obraz. Obraz, c'est l'image en tant que image dialectique. Comme ça, je fais aussi mon lien avec Benjamin. C'est l'image en tant que construction d'images au pluriel. C'est l'image en tant que conflit et composition de deux images au moins. Et ça va être repris d'ailleurs par Godard, bien sûr. C'est l'image en tant que conflit et composition de deux images au moins, et si possible de 1001 images entre elles. Beaucoup, 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 beaucoup. Obraz, c'est l'image en tant que la danse de tout un peuple d'images, ou le soulèvement de tout un peuple d'images. C'est ce qui advient au cours d'un processus qui s'appelle le montage. Cruauté du démontage, on coupe. Érotisme du remontage, ça danse. Vous vous souvenez, hein, je suis parti de cette analogie avec Dionysos, que fait Eisenstein, c'est pas moi qui l'a fait. Dionysos égale montage. Obraz, c'est l'image en tant que mouvement justement de dépassement de la représentation ou des représentations. Cette femme-ci, cette femme-là, cet homme-ci, cet homme-là, la foule qui converge aux portes, bon voilà. Mais c'est un dépassement des représentations qui la constituent en vue de cette image dialectique. C'est l'image en tant qu'elle transgresse les limites de sa propre apparence singulière. C'est pour ça qu'un photogramme, ça ne suffit pas. Même si on aime faire les photogrammes, comme moi j'adore faire ça, mais il faut en mettre plusieurs. Vous avez vu, là, pour les matelots, je ne vous en ai pas mis juste un. C'est l'image en tant qu'elle atteint, en tant qu'elle affecte, en tant qu'elle contamine, qu'elle infecte d'une certaine façon le tout du sensible avec le tout de l'intelligible. Vous allez ce qui se passe dans le sensible qui se reconfigure, dans le meilleur des cas, si c'est un obraz au sens d'Eisenstein, ça doit vous changer la pensée. Le sensible, c'est comme s'il allait au-delà de lui-même. Et la pensée que vous avez, c'est-à-dire, bon, cette fille fait un discours politique, va aller au-delà aussi de lui-même. L'intelligible va être engagé dans un mouvement expansif, transgressif, ça va aller au-delà.
aller au-delà, il y a un mot pour ça. Extase. Extase, un des mots préférés d'Eisenstein, c'est le mouvement de sortir de soi. Et quand Eisenstein dit, mais moi ce que j'attends d'un film, c'est que quand vous le voyez, vous éjectiez de vos fauteuils, vous soyez en extase. Il ne veut pas dire que vous soyez convaincu que le Parti communiste a raison. C'est bien plus large que ça, bien plus... Hein, bon. Vous prenez un objet quelconque et mettez-le en extase. Prenez un ballon, mettez-le en extase. Prenez une machine, mettez-la en extase. Prenez une fleur, mettez-la en extase. Prenez un champ de blé, mettez-le en mouvement, en extase. Ça devient une mer qui... Prenez une grenouille, mettez-la en extase. Ça donne ça. Prenez une petite paysanne et mettez-la en extase. Prenez une machine agricole, une écrémeuse, et mettez-la en extase. Voilà, c'est ça qu'il fait Eisenstein. Il met les choses en extase. Et il met les faits historiques, par exemple, en extase aussi. Il appelle ça un processus pour rendre, attention, pour rendre immanent les principes de la pathétisation. C'est-à-dire, on va mettre un pathos immanent à cette petite chose qu'est une grenouille ou une écrémeuse. C'est rien du tout une écrémeuse, mais si j'y mets le pathos de façon immanente et pas par-dessus ou à côté, vraiment, ça va devenir quelque chose de fantastique. C'est la métamorphose de la vieille pleureuse en vieille révolutionnaire. Créer des processus de métamorphose structurale où se construirait cette espèce justement de mouvement d'extase dont le moteur, d'une certaine façon, c'est le pathos. La peur a de grands yeux. La peur a de grands yeux. Et ces yeux, trop largement ouverts par la frayeur, ont laissé échapper sur l'écran cette circonstance que les fragments de plans généraux de l'escadre en mouvement ne sont ni plus ni moins que des fragments d'anciennes actualités sur les manœuvres de l'ancienne flotte d'un État étranger, c'est-à-dire britannique. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a quelque chose dans sa construction filmique qui ouvre des yeux de peur. Le photogramme que je vous montre là, c'est le moment où la mère Tzigane voit son propre enfant mourir sous ses yeux, donc, piétiné par la foule en déroute sur l'escalier d'Odessa. Au sens strict, c'est un visage extatique, parce que d'abord on dilate tout est intensifié, exagéré, visage extrême du pathos, bouche grande ouverte et les yeux exorbités. On regarde le regard de douleur de cette femme. Alors, déjà, on a une indication que ce qui se passe dans cette relation n'est pas seulement affaire d'œil. C'est affaire d'œil, bien sûr. Mais, alors, œil, ça se dit glaz en russe. C'est affaire de glaz, d'œil, mais c'est évidemment à cause de cette intensification, de cette disproportion, de cette énormité, c'est aussi affaire d'arcades sourcilières, démentes, de front protendu, de cheveux en bataille, de mains crispées, etc., etc. Et c'est affaire de main. C'est affaire de main et c'est affaire de poing. Un poing en russe, ça se dit kulak.
kulaki, je crois qu'on dit au pluriel. Regarder, c'est un geste, c'est pas seulement ouvrir les yeux, c'est un geste, mais c'est un geste lorsque les images arrivent à nous toucher, évidemment. Sinon, c'est juste une affaire optique. Acte qui engage absolument la totalité du corps et de la pensée. Et c'est pour ça qu'il revendique une esthétique, qu'il revendique une psychologie. Et donc, je vous parlerai très longuement de Vygotsky, heureusement bien traduit en français. C'est pour ça qu'il se situe sur un plan de phénoménologie. C'est ainsi qu'il est passionné par quelque chose qui serait une polysensorialité des images. Vous savez sans doute, à propos de Glaz, l'œil, et de Kulak, le poing, vous savez sans doute qu'il y a eu une polémique fameuse opposant le ciné-œil, le kinoglaz de Dziga Vertov, au kinokulak, au ciné-point revendiqué par Eisenstein. Je vous en donne juste un élément. Il y a une très très bonne, un recueil de tous les textes de cette polémique qui ont été traduits en anglais dans ce livre de Tsivian qui s'appelle Lines of Resistance, avec tous les textes de Dziga Vertov concernant notamment cette polémique. Les modèles artistiques, entre guillemets, d'avant la Révolution sont accrochés chez vous comme des icônes. Et l'art lui-même devient, aux yeux de Vertov, une forme obsolète. Politiquement, l'art est obsolète. L'art et l'icône, il y a toujours des éléments très pertinents là-dedans. Mais bon, il va très très loin dans sa critique. Et son projet alternatif, c'est donc ce qu'il appelle le Kino Pravda, le cinéma vérité, qui vise avant tout, je cite ses propres mots, la suppression de cet opium des cinédrames bourgeois. Les cinédrames bourgeois, le pathos, comme on dit dans le vocabulaire courant, c'est pathétique. Voilà, les drames bourgeois tels qu'on les fabrique en Europe, à Hollywood, et il faut savoir qu'on en fabriquait beaucoup aussi en Russie. Il les continue en 1925, c'est-à-dire il les continue au moment où sort sur les écrans russes la grève d'Eisenstein, déjà 1924, c'est la grève. La grève d'Eisenstein avec son mélange bien connu, et qui va être repris dans le Potemkin, de ce qui s'appelait à l'époque le joué et le non-joué. Il est encore plus célèbre parce qu'il trouve cette position mitoyenne entre le joué et le non-joué comme du pur opportunisme et quelque chose d'infâme. Je cite. Les groupes opportunistes nouvellement formés, qu'on pourrait qualifier de conciliateurs, et c'est évidemment Eisenstein qui est visé là, sont bien plus dangereux, sous-entendu bien plus dangereux que le cinéma bourgeois dramatique et conventionnel lui-même. Calquant nos procédés de cinéma vérité, ce qui est évidemment dans le final de la grève, c'est l'évidence, puisqu'il y a des plans clairement documentaires. Calquant nos procédés, il les transfère dans le drame artistique, ce qui a pour effet de renforcer ses positions. C'est-à-dire qu'il dit cette espèce de mimétisme du cinéma vérité, cette espèce de mimétisme du plan documentaire à l'intérieur d'un drame artistique et pour les fins d'un drame artistique, ça renforce le drame et ça renforce l'art. Et c'est la chose la pire aux yeux de Vertov. Donc, Vertov voit dans les films d'Eisenstein un compromis opportuniste, scandaleux, en fait, entre ce ciné-œil, kinoglaze, documentaire, et la persistance du pire schéma qui soit, à savoir le drame et son lot de constructions pathétiques. Le ciné-drame chatouille les nerfs. Le ciné-œil aide à voir. Le ciné-drame voile les yeux et le cerveau d'un brouillard doucereux. Le ciné-œil fait ouvrir les yeux, éclaircit la vue. Avec le ciné-drame, on a la gorge serrée.
avec le ciné-œil, on reçoit au visage le frais vent printanier, le grand air des champs et des forêts, l'immensité de la vie. Va-t-on nous faire croire que nous sommes obligés, au nom du profit, de saouler le prolétariat de ciné-vodka, assaisonné de poudre de propagande, en guise de contrepoison? On peut supporter beaucoup de choses, comme le drame artistique et ses créateurs, les grands prêtres de l'art. Mais pas une minute, pas une seconde, on ne peut en faire le but essentiel de la production cinématographique soviétique. Fin de citation. Désormais, écrit Vertov, comme le montre l'expérience de l'année dernière, c'est-à-dire 1925, il suffit amplement qu'un film dit artistique, film joué, film d'acteur, emprunte un seul procédé extérieur du ciné-œil pour qu'il fasse du bruit, c'est-à-dire pour qu'il fasse du succès. Entre parenthèses, la grève Potemkin. Bon, c'est clair, l'attaque est très claire. En sorte que, parallèlement, je cite Vertov, il dit parallèlement, mais en fait ce qu'il veut dire, c'est contrairement. Il veut dire, contrairement à la cinéfabrique unifiée des grimaces, c'est-à-dire la réunion de toutes les formes de travaux ciné-théâtraux, et il cite Sabinsky et il cite Eisenstein. Donc c'est tout ce qui, lui, le révulse de ce qui va de Meyerhold à Eisenstein. Comment le théâtre, cette espèce d'impureté, voilà. Il faut créer une ciné-fabrique des faits. Il y a une opposition absolue entre pathos et praxis. Le pathos, c'est la grimace, et la praxis, c'est la fabrique des faits. C'est les faits, c'est voir les faits. Dans cette polémique, Eisenstein a répondu, évidemment. Et la réponse a été véhémente, très, très violente. Principalement, le texte principal, c'est un texte de 1925, donc c'est vraiment, tout ça est écrit dans l'immédiateté, hein. Et c'est un texte qui s'intitule « Sur la question d'une approche matérialiste de la forme ». La rhétorique d'Eisenstein consiste à dire bon, tu me prends pour un vieux prêtre de l'art parce que c'est vrai que j'aime Piranèse et Gréco, bon d'accord, mais je vais t'en remontrer à toi, Vertov, sur le plan qui est le tien, à savoir le plan de ta position révolutionnaire, le plan de ton matérialisme, le plan de la dialectique. Est-ce que tu es si dialectique que ça quand tu opposes le kinoglaze à ce que je fais moi? Donc la réponse d'Eisenstein, c'est celle-ci. Oui, le kinoglaze, le ciné-œil de Vertov, montre bien les faits. Simplement, selon Eisenstein, il refuse de les construire. Il ne les construit pas vraiment. Le montage chez Vertov, évidemment, il a tort, hein. C'est une polémique. Si on va jusqu'au bout, il a tort. Mais selon Eisenstein, le montage de Vertov ne construit pas. Voilà ce qu'il dit. Ton montage à toi, c'est, je cite, une reductio ad absurdum des méthodes techniques valables pour les actualités. Donc, c'est comme les actualités, mais avec une sorte de formalisation qui est qualifiée de réduction jusqu'à l'absurde. Et c'est ainsi, écrit Eisenstein, que les prétentions de Vertov, pour qui ces méthodes auraient été suffisantes à créer un cinéma nouveau, se brisent sur un écueil fondamental. Et là, il est très convaincant. Il dit, il n'y a pas de dialectique. Ce cinéma n'est pas dialectique. Il s'agit seulement, écrit-il, d'un acte de négation. Négation de l'ancienne cinématographie, négation de l'art,
des arts, des beaux-arts. Évidemment, pour Eisenstein, ça n'a juste aucun sens de dire non à Gréco. C'est pas la peine. C'est pas dialectique. C'est pas comme ça qu'on va faire de l'art nouveau, en disant juste non à Gréco ou non à... Voilà. Donc, le reproche que Eisenstein renvoie à Vertov, c'est d'être incapable de construire une dialectique. Il est incapable de construire une dialectique parce que il élimine de sa construction l'élément expressif, l'expression. Vertov croit jeter par-dessus bord la totalité de l'art ancien, de l'art bourgeois, en éliminant le pathos. Il n'a pas vu, selon Eisenstein, qu'en faisant comme ça, il retourne à quelque chose de bien plus rudimentaire, qui est la pure et simple impression. Ce que dit Eisenstein, c'est si tu n'entres pas dans la problématique de l'expression, tu vas en rester à de simples impressions. C'est ce qu'il dit. De simples impressions devant le monde visible. Et c'est comme ça que Eisenstein qualifie son rival à ce moment-là. C'est un impressionniste primitif. Et ce qu'il fait, alors je cite, Vertov tisse la trame d'un tableau pointilliste. Donc, dans les termes mêmes de Vertov, typiquement petit bourgeois. Ça veut dire ceci. Eisenstein se demande lui-même, est-ce que si j'avais dû faire comme veut faire Vertov, qu'est-ce que j'aurais fait avec la grève ou avec le massacre du Potemkin? J'aurais fait de la sténo, j'aurais fait une sténographie. Je ne pouvais pas faire une sténographie. Parce que ce qu'on a à demander au cinéma, selon Eisenstein, ce n'est justement pas seulement de voir. Ce n'est pas seulement de contempler, d'ouvrir les yeux. C'est de comprendre, de prendre avec soi, de prendre sur soi. Parce que si tu prends sur toi, si tu prends vraiment, si tu comprends au sens de la phénoménologie, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu te mets en mouvement. Sinon, tu ne te mets pas en mouvement. Et si tu te mets en mouvement, eh bien, tu commences, c'est un point de départ pour l'action. Donc là, on est vraiment dans les deux extrêmes. Il n'y a pas de praxis sans pathos pour Eisenstein, et pour Vertov, pathos et praxis s'opposent complètement. Je cite Eisenstein. Ce n'est pas un ciné-œil qu'il nous faut, mais un ciné-point. Le cinéma soviétique doit fendre les crânes, et ce n'est pas par le regard réuni de millions d'yeux que nous lutterons contre le monde bourgeois. Là, c'est une citation de Vertov. Ils nous planteront tout de suite des millions de lampions sous ces millions d'yeux. Fendre les crânes avec un ciné-point, y pénétrer jusqu'à la victoire finale, c'est la rhétorique soviétique. Et maintenant, devant la menace de contamination de la révolution par l'esprit quotidien et petit bourgeois, fendre plus que jamais. Place au ciné-point. Il est sur la défensive, il est dans une position très délicate, Eisenstein, et il l'a toujours été. Pourquoi? Ce point névralgique de l'esthétique d'Eisenstein, le point même que l'auteur de Méthode, donc les derniers textes en 1930, dans les années 30 et 40, va finir par revendiquer, et même en 1935, dans une fameuse polémique publique où il est attaqué, où il se défend de façon folle, parce qu'il se défend avec un argument qui était totalement inaudible à ses censeurs soviétiques, c'est qu'il dit, il revendique, c'est déjà vrai dans tout ce qu'on voit là, et ça sera de plus en plus vrai. Il revendique la régression. Pleurer, c'est une régression dans une situation révolutionnaire. Il vaut mieux prendre les armes.
Pleurer, à quoi ça sert? Ce que dit Eisenstein, c'est que pour prendre les armes, il faut d'abord avoir été en larmes. Donc, il donne la nécessité d'un moment régressif, en particulier, qu'est-ce que la Révolution a à faire avec des vieilles bonnes femmes qui font encore des gestes de la religion orthodoxe? En quoi un point de vue matérialiste dialectique peut accepter ça? Mais en fait, c'est ce que raconte Eisenstein. Il dit la nécessité de ça. Et toute sa construction, qui moi me fascine pour ça, c'est que en fait, c'est ces vieilles bonnes femmes qui font la révolution, ou ces jeunes femmes, la jeune femme du Bund. En tout cas, ça passe par des voies qui ne sont pas celles de la simple progression révolutionnaire, si vous voulez. Ce qui est crucial, par-delà toutes les mimiques d'Eisenstein, quand il prétend adhérer aux vues du réalisme socialiste, etc., ce qui demeure crucial, c'est qu'un film, c'est pas simplement quelque chose que vous avez devant les yeux, qui vous fait simplement voir quelque chose optiquement, c'est quelque chose qui doit faire irruption dans votre monde, qui doit entrer en vous, qui doit modifier votre corps et votre pensée de fond en comble. Et c'est pas un problème de propagande, c'est un problème beaucoup plus large. C'est pour ça que le mot extase, qui d'ailleurs, vous en conviendrez, employer le mot extase à cette époque, dans ce pays-là, il faut le faire, hein, montre bien qu'il s'agit de quelque chose de plus large. Le rôle du film, ça c'est ce qu'a écrit Eisenstein en 1932, c'est d'inciter le public à se servir et non à se distraire, de l'employer et non de l'amuser, de donner à ce public des armes et non de gaspiller l'énergie qu'il avait en venant au cinéma. S'il fait ça, ce que vous voyez là, c'est que pour lui, il y a une possibilité que les larmes soient des armes. Voilà son pari sur le pathos. Évidemment, il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut pousser les choses, il faut intensifier, il faut faire violence au spectateur, il faut savoir faire violence au spectateur, il faut inciter et convoquer et provoquer l'énergie psychique. Il ne faut pas épargner quiconque, en particulier le spectateur, du pathos. Il ne faut pas s'épargner du pathos. Et donc, pour cela, il faut procéder à ce que Eisenstein appelle, dans ce texte de 1932 qui s'intitule « Allez-y, servez-vous », il faut procéder, je cite, à l'approfondissement tragique et psychologique du traitement de la situation. Il faut trouver d'abord les bonnes formes. Et les bonnes formes, vous les trouvez quand elles sont justement dans ce type de mouvement qu'il appelle extase. Les bonnes formes, c'est les formes extatiques. Les bonnes formes, ce sont les formes capables de s'extraire, de passer une frontière, de s'extraire d'une stase, de traverser une frontière, de briser une clôture. Comme cette phrase magnifique de Bataille qui me revient juste à l'esprit, là, en mémoire vaguement, c'est quand Bataille dit une image, elle n'enfonce pas la porte, une image la fait exploser en éclats, quoi. C'est une phrase un peu comme ça. Donc, il va falloir que les yeux s'exorbitent et il va falloir que les fronts viennent presque frapper l'objectif de la caméra. Et il faudra que les poings se serrent vers le ventre, se déchaînent vers le ciel aussi. Et pareil, il y a les fronts, il y a les poings, il y a les bouches
sont partout. Dans le Potemkin, c'est une symphonie de bouches qui crient, qui chantent, qui voilà. Donc des bouches ouvertes sur le cri, la douleur, le chant. Cela se construit, évidemment. Cela doit se construire, c'est-à-dire que dans la construction, pour Eisenstein, on ne construit pas sans exagérer. Construire, c'est dramatiser. Et là encore, Bataille est très proche. Hein. Pour Bataille, penser, c'est dramatiser la pensée. Penser, c'est dramatiser. Construire une forme, c'est dramatiser, c'est-à-dire exagérer, c'est-à-dire accéder à l'intensité, agrandir, changer de dimension, mettre en rythme. Et puis vous utilisez tout pour ça. Vous utilisez le cadrage, vous utilisez la mise en scène, vous utilisez la lumière, vous utilisez le montage, tout. Même d'une certaine façon, on peut regarder ça et il y aurait un choix de photogrammes très intéressant à faire dans le Potemkin, qui est un film tragique, mais vous auriez, ça c'est encore toute une autre grande question, vous auriez une possibilité de montrer dans le Potemkin une collection de visages burlesques. Ce qui n'est absolument pas étonnant. Hein. Dans un livre récent sur le tragique, j'ai oublié son titre, c'est paru chez Minuit, William Marx a bien insisté sur le fait que l'opposition entre comédie et tragédie, c'est n'importe quoi. C'est juste un accident historique de l'académisme français. Il y a toujours dans les tragédies grecques des éléments burlesques, et puis le lien du burlesque et du tragique est attesté à peu près partout. Donc, si vous voulez, il y avait même une scène burlesque, carrément burlesque, dans le Potemkin. C'est un plan qui a été abandonné. C'est un type qui fuit la police et il traverse un marchand de fleurs. Donc, en fait, la scène était burlesque. Elle était construite sur un mode complètement burlesque. Encore une fois, l'intérêt du livre de Hadda Ackermann, c'est de montrer que la relation à la caricature, qui était un art si important pour lui, supposait à la fois quelque chose de l'ordre, je dirais, de la cruauté de la coupe et expansion des limites. Je vous préviens dès maintenant qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a le rapport entre obraz et obrez, obraz l'image et obrez la coupe. Il n'y a pas d'image qui ne suppose une coupe. Ce qui va nous porter vers le problème du gros plan, c'est classique, mais il ne faut pas l'éviter. Et le gros plan va nous amener vers une question d'un certain type de vertige. Quand tu t'approches trop, tu as le vertige. Donc, il y a un vertige du proche chez Eisenstein. Mais, je vous dis tout de suite, il ne faudra pas oublier l'autre aspect, qui suppose un vertige du lointain, c'est-à-dire la capacité, et c'est là où Eisenstein est juste merveilleux, génial, c'est qu'il sait couper et il sait ne pas couper. Un gros plan, ça veut dire aussi que dans l'espace de la projection, les organes, les fronts, les poings, les mains sont complètement disproportionnés. La disproportion des organes comme quelque chose... les organes se disproportionnent, et c'est un thème d'ailleurs que Eisenstein a énormément travaillé. Ce n'est pas seulement la disproportion, par exemple, dans la peinture médiévale, le roi est plus grand que ses sujets, ou le saint est plus grand que le mécène, etc. etc. C'est une disproportion, en effet, mais symbolique. Mais il y a une disproportion, je dirais, sensorielle, une disproportion d'un autre ordre qui montre que là où ça se disproportionne, pour le dire crûment, soit ça souffre, soit ça bande. La souffrance disproportionne et le désir disproportionne aussi. Brusquement, l'écran étale un visage et le drame
en tête-à-tête, me tutoie et s'enfle à des intensités imprévues. Hypnose. Maintenant, la tragédie est anatomique. Quand Eisenstein produit ces images, montre ces images, il y a tout un tas de gens qui trouvent ça totalement bourgeois. Tiens, mais oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on lui dit, gros plan, eh bien, ode à la psychologie individuelle. Donc, psychologie bourgeoise. Tandis que Shklovsky, le grand Victor Shklovsky, lui, il avait tout de suite compris de quoi il s'agissait. Il avait compris, il avait vu les choses exactement à l'inverse de ce que j'ai dit là. En comprenant les montages de gros plans dans le cuirassé Potemkin comme l'outil dialectique par excellence pour mettre en relation, pour savoir mettre en relation, en fait, le singulier et le pluriel. Un autre critique très attentif qui va dans ce sens-là, c'est Boris Eichenbaum. Il comprend à quel point cette utilisation-là des gros plans transforme radicalement la notion traditionnelle de cadre. Dans le texte Diderot, Brecht, Eisenstein, Barthes, il est très, très clair là-dessus. Il y a du cadre tout le temps. Et le cadre, ça veut dire la contrainte et l'immobilité. Or, en russe, ça peut vouloir dire exactement le contraire. Cadre, ça désigne le plan de cinéma. Et Eichenbaum écrit « La caméra a dynamisé l'épreuve photographique. Elle l'a transformée de unité close et statique en cadre. » Donc cadre, ça veut dire quelque chose n'est justement pas statique. Le cadre, que l'on prenne ce mot au sens purement spatial de cadrage ou au sens spatio-temporel de plan cinématographique, eh bien le cadre serait le lieu d'une rencontre fondamentale entre le singulier et le pluriel, c'est-à-dire la foule entière qui se soulève. Donc, le lieu par excellence pour qu'un individu s'extasie, c'est-à-dire le lieu où cet individu va s'épandre, s'étendre, va s'extraire hors de lui-même, comme par une force centrifuge. Par exemple, Jean Mitry, dans son livre sur Eisenstein, Mitry écrit ceci. On pourrait dire que plus le gros plan est concret, plus il risque de prendre une signification abstraite. Et encore que plus l'objet représenté est quelconque, voire insignifiant ou dérisoire, et plus la signification qu'il prend est considérable. Ce n'est pas la seule profondeur humaine du sujet, son élan révolutionnaire, sa résonance sociale qui font la valeur du cuirassé Potemkin. Ce n'est pas davantage sa perfection formelle, sa concision, son rythme. C'est, dit Jean Mitry, c'est magnifique, l'un agrandi et multiplié par l'autre. J'utiliserai cette image du point à la fois pour vous dire que une extase du cadre, ça veut dire à la fois ouvrir l'image et approfondir l'image. Ça veut dire à la fois procéder à une ouverture vers le monde extérieur, par exemple. C'est pas un simple point, c'est un point qui, tout à coup, s'ouvre à l'histoire politique d'Odessa, voilà, et à l'histoire des révolutions, et voilà. Mais aussi un approfondissement de l'image vers quelque chose comme un monde intérieur. Je veux dire par là la question de l'inconscient et la question du désir. Si vous oubliez l'un au profit de l'autre, vous n'avez rien compris. Il faut absolument, je pense, avec Eisenstein, tenir les deux. Il faut tenir les deux. Donc c'est pour ça qu'il ne satisfait en fait pas grand monde. Tout le monde le vénère, mais en même temps, il a reçu beaucoup de critiques, soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est parce qu'il veut tenir les deux. Et pourquoi un tel attachement à cette composante-là du film ?
Parce que le gros plan, c'est l'outil de base pour Eisenstein de cette psychotechnique qu'il vise à travers le mot extase. On entre dans l'extase, on produit l'extase, on construit l'extase, il faut des gros plans. Dans la non-indifférente nature, il établit une relation anthropologique fondamentale entre la décomposition ornementale des motifs architecturaux mexicains et l'expérience psychique d'une extase ou d'un vertige devant les images. Eisenstein dit, ça c'est un plan célèbre de Que Viva Mexico avec justement l'emploi d'un objectif très particulier, mais je vous en reparlerai. Et ce qu'il dit, c'est que devant les pyramides à Mexico, devant les motifs ornementaux, devant même les végétations, il dit « la tête vous tourne littéralement ». Vertige. Dans ce contexte mexicain, n'oubliez pas, Eisenstein tirait un trait d'union entre cette approche esthétique de l'ornementation, par exemple, et quelque chose qu'il a, je suppose, découvert là-bas, peut-être pas, mais en tout cas là-bas, il est allé très loin là-dedans. Je veux dire l'expérience des psychotropes. Il a, comme Benjamin, comme Michaud, comme beaucoup de gens, il a pris des drogues. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que lorsque Benjamin lui-même s'essaye à l'expérience des drogues, il est question d'ornement, il est question de gros plans. Toutes ces expériences sont des paradigmes pour ce que Eisenstein veut entendre par composante extatique de l'image elle-même. Chaque gros plan, quand le cadre s'extatise, à la fois en sortant de lui-même et en rentrant au plus profond de lui-même. Et ce n'est pas du tout un hasard si dans le même texte, Eisenstein parle de cette sorte de dynamique du cadre et immédiatement, il évoque Thomas de Quincey et les expériences sur l'opium. Ce n'est pas du tout un hasard, c'est dans les mêmes pages. Donc devant chaque gros plan, le spectateur d'un film devrait s'éprouver devant, dedans. Devant un écran, une image, un gros plan, mais dedans un espace de vertige. J'appelle ça devant profond. Créer des devants profonds, si j'ose dire. C'est un processus qui va être décrit par Eisenstein. Oh, quelle expression magnifique. Il dit « je construis mon image » et quand il décrit ce processus extatique, il dit « c'est une ascension vers nulle part ». C'est magnifique. C'est une avancée illimitée de divers détails. Donc, il est question aussi du temps, bien sûr, là-dedans. Une avancée illimitée de divers détails. Et hop, pourquoi, je suis devant un visage comme ça, mais c'est comme si j'étais devant un Piranèse. Je ne sais plus où est le devant, je ne sais plus où est le dedans. C'est lui qui dit ça dans son propre texte. C'est pas moi qui fais ce montage. C'est Eisenstein qui l'exprime très précisément comme ça. Quelque chose est en avant de nous, mais quelque chose est retiré de nous en profondeur, et quelque chose nous appelle dans son espace c'est ce que j'appelais comprendre tout à l'heure. Voilà. Les images du pathos dans le cuirassé Potemkin, elles devraient fonctionner comme ça. C'est d'ailleurs très intéressant que la comparaison soit faite par Eisenstein avec une construction spatiale. Mais le cri de la mère Tségane
eh bien, c'est une construction spatiale. Il vient en avant de nous, il va demeurer retiré dans sa propre intensité ou profondeur, à quoi d'ailleurs contribue sa mutité, c'est un film muet, et la noirceur même de cette bouche, ouverte. Et la méthode pour arriver à ça, pour arriver à cette puissance, que ça soit pas, je ne sois pas simplement devant un visage qui ouvre la bouche. La méthode, puisque c'est le mot qu'il va employer à la fin de sa vie constamment, la méthode, eh bien, c'est quelque chose qui doit, comme j'ai dit tout à l'heure, coupure et non-coupure. Eh bien là, il le dit très très bien dans le texte intitulé Hermolova, qui a été repris dans le recueil qui s'appelle Cinématisme. Il dit ceci: la méthode, c'est l'assemblage et la fracture visible. Je rends visible comment j'assemble, mais je rends visible comment je fracture. Et là, on revient à cette histoire de Dionysos dont on est parti au début de l'année, hein, couper et danser. Un cri, par exemple, chez Edvard Munch, et c'est pas mon exemple, hein, c'est l'exemple d'Eisenstein dans ce texte. Un cri, ça se compose. Ça se compose et en même temps, ça se compose de façon dionysiaque, c'est-à-dire ça doit s'obtenir d'abord par un acte de découpe, de coupure, d'entaille, de violence. Voilà donc mis en avant ce mot de obraz. Je crois que je ne le prononce pas très bien parce que je crois que c'est presque obraz. Enfin, en tout cas, ça ressemble à obraz, l'image. Coupure, image. Image coupe. Pour composer un cri, il faut savoir couper. Couper dans l'espace, couper dans le temps. Eisenstein écrit, toujours dans Hermolova, transgresser les bornes du représenté par les moyens d'expression pour passer au domaine des moyens d'action de la construction même. C'est compliqué.